de créer le site web derrière. Et donc, surtout, je vais essayer de vous donner tout ce qu'il faut savoir pour qu'un partenaire, donc que ce soit un freelance, une agence ou vous-même, quand vous développez, vous puissiez penser un petit peu à pas mal de choses pour réussir votre projet de création ou de refonte de site web. Alors notamment, donc dans le plan du webinaire, on va voir les éléments indispensables à intégrer, et surtout comment se déroule au final un projet de création de site, comme pour que vous puissiez penser aux différents éléments. On verra aussi la différence entre la création et la refonte d'un site web, les rôles de chacun et le travail que ça va générer en interne. Tout au long de la présentation, j'essaierai de vous donner des indices aussi avec ce type de fonctionnalité va prendre quand même pas mal de temps, donc il faut bien la détailler. Celle-là, c'est un peu plus light, ça se fait de base. Les technologies et prestataires qui s'offrent à vous lors de ce projet, lors de ces projets de création ou de refonte de site web. Le budget nécessaire à investir en général sur ce genre de projet, notamment par exemple ce que ça coûte en fait chez Pilotine, ce que ça peut coûter chez un Pilotine il y a longtemps, donc quand j'étais par exemple freelance ou dans une très grosse agence, et aussi les possibilités de financement d'un site web, parce qu'il existe des moyens de faire financer le site web. Eh bien, c'est parti. Donc, vous avez la possibilité de mettre des questions dans le chat. Je vais vous mettre pas mal de liens aussi, donc dans la description si vous regardez sur YouTube, ou alors on va vous mettre des liens dans le chat pour ceux qui sont en live. Comme ça, vous pourrez aller voir les différentes pièces jointes ou les différents outils qu'on vous propose. Donc, méthodologie de projet. Alors, il faut savoir que il existe plusieurs types de gestion de projet, mais en général, on passe par ces étapes-là quand on va faire un projet de site web. Donc, au début, là, en bleu, en haut, il y a le premier contact. Donc, c'est là où vous allez venir vers un partenaire ou pour vous-même, vous allez essayer d'idéaliser, de conceptualiser votre projet. Derrière, il va falloir justement se synchroniser en général avec le prestataire. Donc, pour moi, déjà, première recommandation, n'allez pas trop loin dans un cahier des charges. Si vous allez tout de suite trop loin dans un cahier des charges, que vous commencez à venir avec déjà les designs que vous avez vous-même inventés sans passer par un designer, vous venez déjà avec des maquettes, de l'ergonomie, avec des recommandations en référencement naturel hyper pointues, tout ça. En fait, il suffit que vous soyez pas coordonnés, vous soyez pas dans la même ambition avec votre prestataire et déjà, ça va créer des problèmes. Donc, déjà, premier conseil, venez avec, et c'est pour ça que le cahier des charges que je vous filerai à la fin, prêt à l'emploi, comporte en fait beaucoup d'éléments, mais des éléments qui sont suffisamment pas trop poussés pour que vous puissiez en fait co-construire ça avec votre partenaire. Parce que le plus important pour que ça marche avec un prestataire, freelance, agence, SS2I, j'en sais rien, eh bien c'est que vous ayez la même vision et que vous ayez pris le temps en fait de co-construire, co-finaliser ce cahier des charges. Parce que si vous imposez trop une vision trop précise en fait à votre partenaire, en général c'est là que les problèmes commencent. Donc évitez d'aller trop loin dans un cahier des charges. Donc on va avoir en fait le minimum qu'il faut donner pour avoir quand même un chiffrage et tous ces éléments là. Donc la phase rouge en fait vous allez justement vous synchroniser avec votre partenaire en général. La phase jaune, ça va être la phase de design. Donc, en général, elle prend un tiers du temps du projet, parce que ça va être de la validation de maquettes, ça va être beaucoup d'histoires avec les goûts, les couleurs. Donc, en général, on n'est pas forcément tout le temps en phase. Donc, le temps que ça se construit, ça prend un peu de temps. Ensuite, il va y avoir la production et le recettage. Donc, c'est là où, une fois que le design est validé, les développeurs ou le développeur va mettre les mains dans le cambouis, va intégrer les pages, va développer tout ça. Après, vous êtes formé en général à l'utilisation du site et vous allez pouvoir le faire vivre sur le long terme. Donc après, la phase bleue, en fait, elle est infinie. Je vais vous recommander tout de suite des outils pour ceux qui sont pressés et ceux qui aimeraient tout de suite regarder, mettre les mains dans le cambouis. Donc le premier, c'est MindMeister. On va vous mettre le lien dans le chat. MindMeister, ça donne ce genre de choses. Donc ça va être une arborescence. En fait, ça va vous permettre de gérer des arborescences. Donc c'est ce qu'on appelle du mind map. Ça permet de faire plein de choses. Quand vous avez une idée, vous voulez faire une nouvelle vidéo, tout ça, vous allez pouvoir poser vos idées vous allez créer votre arborescence avec toutes vos idées et les déclinaisons de vos idées. Mais il faut savoir que ça aide bien pour la création d'arborescence d'un site web. Et notamment, nous, ce qu'on fait en général, et ça, c'est un élément assez capital. Par exemple, moi, quand je fais un devis, honnêtement, quand je reçois un cahier des charges, c'est le truc que je regarde qui est le plus important. C'est là tout de suite où je vais me rendre compte si déjà, le site, il est ultra compliqué, s'il y a beaucoup de pages, s'il va y avoir beaucoup de gabarits, s'il va y avoir beaucoup de temps de design ou s'il va y avoir beaucoup de temps de technique. Alors, en général, on s'en rend compte un peu à ce niveau-là. Typiquement, un site tout simple de 5 pages, je vais retrouver 5 petites pages et tout. Ça va être super light. Je vais me dire, OK, donc ça, c'est un site plutôt simple à faire. Par contre, je vais me rendre tout de suite compte aussi des usines à gaz avec des catégories dans tous les sens, des pages dans tous les sens, des trucs dynamiques un peu partout. D'où l'intérêt que cette arborescence soit plutôt, pour le coup, là, assez complète. Et s'il y a quelque chose à bien penser, je pense que c'est plutôt cette arborescence. Parce qu'après, à l'intérieur
l'organisation même du contenu, le texte qu'on va mettre dedans, les photos, à la rigueur, ça c'est beaucoup moins intéressant pour l'enveloppe budgétaire. Par contre, savoir combien il y a de pages, combien il y a de types de pages différentes, comment elles sont reliées les unes avec les autres, ça pour le coup c'est intéressant. Donc, notamment, quand on fait nos arborescences sur MindMeister, on va détailler donc, les différentes pages. Par exemple, là, on voit qu'il y a une page d'accueil, une page à propos, une page service, une page rubrique, boutique, donc quand on est par exemple sur du e-commerce, une page partenaire, une page contact. Là, on a détaillé des éléments aussi dans le site. On va dire sur le footer, donc c'est la partie base du site, on va penser à mettre tel lien, tel lien, tel lien. Et après, on a indiqué une petite légende. Donc, typiquement, les pages bleues, ce sont les pages de premier niveau. C'est celles qui vont être juste en dessous de l'accueil. Je suis sur mon site et dans le menu, en haut, il y aura marqué accueil, à propos, contact, et on va retrouver différents éléments comme ça. Les pages en jaune, là, orangé, qu'on met ici, c'est ce qu'on appelle des pages de contenu ou des post-types, c'est-à-dire qu'il va en avoir plusieurs de ce style. Par exemple, il va y avoir sur un site, en général, une seule page à propos, une seule page contact et une seule page d'accueil. Par contre, les pages service, on va en avoir plusieurs. Et en général, quand on passe par un système comme WordPress, on va devoir créer, en fait, ces pages-là, elles peuvent se décliner, se dupliquer à l'infini. Je peux avoir 2 comme 18 services. Et nous, en termes de taf derrière, en tant qu'agence, on va avoir en fait le même taf qui est 3 pages ou qui en ait 150. C'est juste qu'on va faire un système qui dynamiquement va dire, OK, je peux créer une nouvelle page service et elle va venir se mettre automatiquement dans ce qu'on appelle, nous, une archive. Mais bon, on peut l'appeler d'une autre manière, mais ça va être un récap de toutes les pages service. On va retrouver là-dedans un récap de toutes les pages service. Et après, chaque page service existe. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on va appeler un peu le contenu dynamique. Par exemple, un blog, c'est assez simple avec un blog. Quand j'arrive sur un blog, je clique sur le blog, j'ai toutes les pages tous les articles, de mon blog. Et quand je clique sur un article, j'arrive sur la page de l'article. Donc, en fait, nous, en développement, on va développer 2 pages. La page récap, qui va venir insérer automatiquement chaque dernier article, et la page d'un article. Mais après, qu'il y ait 2 ou 150 millions d'articles, en gros, nous, on a fait le boulot et ce sera le même prix pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de différencier, en gros, les pages, entre guillemets, statiques, les pages de contenu uniques, et celles qui vont avoir, en fait, des petits copains et qui vont être plusieurs. Il va falloir regrouper dans une structure qui s'appelle post-it. Voilà. Deuxième outil que je vous recommande, on va vous mettre le lien aussi, c'est InVision. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Notamment, je sais pas, en tout cas, en termes de choix d'un prestataire, regardez si vos prestataires sont équipés de ce genre d'outils. Alors, InVision a bien entendu plein de concurrents, mais nous, on utilise celui-là. Donc, je ne vais pas vous montrer les projets qui sont pas finis, Euronews, non. Qu'est-ce que je pourrais montrer par exemple, celui-là, donc pas les concepts, qui est quelqu'un qui est dans le mobilier à Lyon. Et en fait, c'est un outil qui va vous simuler l'utilisation de votre site, enfin en tout cas l'affichage de votre site, comme si vous étiez sur votre ordinateur, pour que vous puissiez en fait valider. Donc ça fait partie des étapes de validation. Donc là, en gros, plutôt que de recevoir en fait juste un PDF et de le valider, il y a des solutions qui existent comme InVision qui sont très bien et qui vous permettent de valider beaucoup plus facilement, de pouvoir mettre vos commentaires. Là, si je veux mettre un petit commentaire, je me mets en mode commentaire et je dis par exemple ça trop gros, trop petit ou toutes des choses comme ça. En tout cas, ça va bien vous aider dans la gestion de projet. Mais vous, donc ma recommandation, c'est qu'à l'étape du cahier des charges, honnêtement, à part si vous avez déjà fait le taf avec un graphiste, mais quand c'est vous-même qui faites le cahier des charges parce que vous souhaitez qu'un partenaire développe votre site, n'allez pas jusque-là. Ça, il faut honnêtement que ce soit le prestataire qui s'en occupe, il faut vous faire accompagner là-dessus. Parce que le risque, en fait, c'est que vu que vous n'êtes pas vous-même, par exemple, graphiste, je pense qu'il y a des graphistes là qui sont dans le webinaire, mais vu que normalement de base le client lui-même n'est pas graphiste, il faut pas que vous vous amusiez à faire le travail d'un graphiste parce que le risque c'est que vous fassiez quelque chose de pas top et du coup on va vous développer un site pas top. Donc normalement là c'est déjà un peu trop loin, il faut laisser ça au designer. Voilà un autre outil que je vous recommande, notamment pour de la gestion de projet. Alors, je sais qu'ils ont une version gratuite qui est limitée à un nombre de personnes. Nous, on est passé à la payante, mais c'est Monday. On va vous mettre le lien aussi de Monday dans le chat et dans la description en bas si vous regardez sur YouTube. Mais Monday va vous permettre de bien gérer votre projet. Et notamment, ça, c'est bien utilisé. C'est pour ça que ma recommandation, ça va être d'éviter d'utiliser, par exemple, un fichier Excel ou un fichier Word ou de faire des échanges de mails dans tous les sens. Une fois que votre cahier des charges sera posé, que vous aurez commencé le projet, vraiment, il y a un outil de recettage qui tienne la route comme Monday, qui est une petite gestion de projet, mais au moins, vous dites, par exemple, il y a un bug sur telle page, il y a ci, il y a ça. Ça va vous faire un vrai suivi de votre projet. Et nous, en tout cas, on utilise Monday, qui est vraiment tip-top aux petits oignons pour tout ce qui est gestion de projet. Pareil, là, vous amusez pas vous-même
à faire un document type de recettage. Donc, ce que j'appelle recettage, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est le fait de recevoir, en fait, par exemple, un design ou de recevoir son site développé et de pouvoir faire des retours dessus. Par exemple, dire ce lien marche pas, il y a ça qui fonctionne pas, ça je le voyais autrement, ça je le ferais ci, je le ferais comme ça, la police plus grosse, le logo plus gros, j'en sais rien. Sur le mobile, ça marche pas ou des choses comme ça. Vous allez en fait donc faire le recettage de votre site et faire toute une liste de points qu'il faut améliorer. Et donc ça, il vaut mieux passer par un outil de gestion de projet plutôt que de passer par Excel, Word ou des échanges d'emails en veux-tu, en voilà, où là, on va se perdre dans tous les sens. Dernière chose, je crois qu'il y en a encore quelques autres, mais après, on a fini les outils, on passe vraiment sur le cahier des charges, mais ODoSwitch, on va vous mettre le lien aussi d'ODoSwitch dans le chat. Donc ça, c'est l'hébergeur qu'on recommande le plus chez nous, notamment nous, on est expert WordPress, on fait des sites en WordPress, et il est vraiment tip-top pour WordPress, cet hébergeur. Donc ODoSwitch, ils sont à Clermont-Ferrand, ils ont une super bonne pratique éco-responsable, ils font les choses vraiment intelligemment, ils sont vraiment top, donc ils sont locaux à Clermont-Ferrand, et surtout, c'est pas très cher, c'est 5 € par mois pour un hébergeur mutualisé. Nous, on a un gros serveur chez eux et on met nos clients dessus, mais si vous voulez un hébergement vraiment cool, bien optimisé pour WordPress, avec un super service après-vente, un super support, je vous recommande vraiment ODoSwitch, notamment si on le compare à OVH, c'est un peu incomparable, il faut vraiment aller plutôt sur du ODoSwitch. Nous, on avait tous nos serveurs chez OVH, on a tout passer sur ODoSwitch. Et l'hébergeur est notamment très important dans un projet de site web. Donc là, on arrive sur le cahier des charges. Notamment si vous voulez un site potentiellement rapide. Vous dites, mon site, je veux pas qu'il traîne la page, je veux pas qu'il soit trop lent. Le serveur a son impact là-dessus. Donc du coup, choisissez un bon serveur et notamment évitez les trucs gratos, les trucs un peu bizarres. Mettez 5 € par mois dans votre serveur et prenez un truc comme ODoSwitch. Ensuite, pour la partie ergonomie web design. Je sais que j'ai des clients, enfin des prospects plutôt, qui souvent nous envoient un cahier des charges où ils ont déjà fait quelques maquettes, ils disent plutôt regardez, moi je le voyais comme ci, comme ça. Ça peut être pas mal dans certains cas si vous avez des bonnes notions. Dans d'autres cas, c'est prendre énormément de risques parce qu'on a des clients qui vont en rajouter des masses, qui vont faire trop compliqué, qui vont prendre le boulot du designer ou de l'ergonome et qui risquent en fait de pas simplifier la tâche au fait à tout le reste et de complexifier énormément le projet. Par exemple, chez nous, chez Pilotine, les projets qui sont les plus mal passés, ce sont des clients qui se prenaient entre guillemets pour des designers ou qui avaient leur oncle ou leur tante qui était designer dans la bande et qui nous envoyaient en permanence des recommandations qui n'étaient pas très ni modernes ni quoi que ce soit, mais du coup, c'est en général sur le design, ça peut titiller. Donc vraiment, je pense que c'est là où il y a besoin de co-construction et autres. Mais sachez que en tout cas, dans le choix de votre prestataire ou agence, sélectionnez des gens qui utilisent ces 3 outils. Notamment s'il y a des gens qui font des designs sur InDesign ou sur Photoshop ou quoi que ce soit, sachez que ça commence à être vraiment quand même dépassé et qu'un vrai web designer utilise normalement l'un des 3. Soit Sketch, c'est notre cas, soit Figma, soit Adobe XD. On utilise aussi un peu Adobe XD, mais sinon, tous nos projets sont faits sur Sketch. Donc en tout cas, en termes d'utilisation d'outils, dans les propositions que vous recevrez, essayez de regarder ceux qui utilisent un de ces 3 outils-là. Les 3, par contre, sont très bien et ont plein d'avantages et d'inconvénients, mais ils sont vraiment au top. Par contre, ceux qui sont sur InDesign, Sketch ou Photoshop, sur InDesign, Photoshop ou sur Illustrator, c'est pas top quand même pour du web design. Et ensuite, il y a le choix du CMS. Donc ça, normalement, vous pouvez vous-même faire le choix. Donc là, le but, c'est pas vous faire une présentation sur les CMS, mais en tout cas, soyez vous-même, vous pouvez donner des instructions en disant je souhaite un CMS. Donc CMS, c'est Content Management System. Donc c'est un système qui permet de gérer le contenu de votre site. En gros, vous avez la différence. Soit vous partez d'une page blanche, et donc là, vous allez utiliser un code de développement, un langage de type PHP, HTML, CSS, je ne sais quoi, et vous partez d'une page blanche et vous faites du pur sur mesure, mais vous réinventez la roue 1 million de fois. Soit vous passez par un CMS. Donc c'est une solution qui est plus prête à l'emploi, où il y a déjà des choses de prévues. Typiquement, on a déjà un système de gestion des utilisateurs. On a déjà un système de gestion d'articles de blog. On a déjà un système de gestion du contenu, des images. On peut créer des pages, on peut faire pas mal de choses. Et là-dessus, l'agence, le freelance, n'importe qui va venir faire l'amélioration et faire le sur-mesure qui va bien pour réussir à créer le site que vous voulez. Et donc, quand vous êtes dans le cadre d'un CMS, qui normalement devrait être la majorité des demandes pour les TPE, les PME, les ETI, j'exclus quand même, je pense, les très gros groupes ou les sites extrêmement techniques. Mais quand je dis extrêmement techniques, c'est genre,
redévelopper Blablacar, redévelopper Le Bon Coin, les trucs comme ça, honnêtement, avec un CMS, vous êtes un peu mort. Mais la majorité des sites, je pense 90% des sites au niveau mondial peuvent être faits avec un CMS. Et nous, notamment, on recommande à fond WordPress, qui lui, parmi tous les CMS, là, il représente à peu près 70% des parts de marché au global. Donc du coup, privilégiez vraiment l'utilisation d'un CMS, surtout si vous êtes dans le cas de TPE, start-up, PME, j'en sais pas. Voilà, si vous n'êtes pas encore dans le CAC 40, ce qui devrait être la majorité des gens qui regardent ce replay ou ce webinar, préférez un CMS et pourquoi pas WordPress. Les autres ont plein d'avantages et d'inconvénients, mais utilisez bien un CMS. Puisque le CMS, en fait, il va vous simplifier vraiment la vie et il va éviter de mettre dans le cahier des charges des trucs un peu de base, de type quand les gens oublient leur mot de passe, j'aimerais qu'ils puissent en redemander un nouveau. C'est de base dans un CMS comme WordPress. Je veux pouvoir créer un utilisateur, un compte administrateur, c'est de base dans WordPress. Je veux pouvoir créer un article de blog, c'est de base dans WordPress. Je veux pouvoir créer une page, je veux pouvoir avoir un nombre illimité de pages, c'est de base dans pas mal de choses. Donc du coup, ça permet d'éviter de détailler des choses trop techniques sur votre cahier des charges et de se concentrer vraiment sur ce qui est utile pour vous et de définir ce qui est réellement utile pour vous. Donc, j'avais fait déjà la différence entre page dynamique et page statique tout à l'heure, mais j'en remets une petite couche. C'est important pour vous d'avoir à l'esprit, parce que ça va avoir une répercussion en termes de coût, de différencier vraiment les pages qui sont statiques et qui sont des pages de contenu, comme la page d'accueil, la page à propos, une foire à questions, une page historique, une page présentation de l'équipe, des choses comme ça, en gros des pages uniques, des pages qui, elles, seront duplicables à l'infini, comme quand on est sur du e-commerce. Quand on est sur du e-commerce et qu'on a un catalogue produit avec plein de produits, en fait, nous, l'agence, on va développer la page de catégorie produit, par exemple la catégorie chaussures, et on va faire en sorte que ça affiche les dernières chaussures, et on va créer aussi la page de la fiche chaussures. Et donc, du coup, on va passer du temps à faire, au final, ce qu'on appelle de gabarit, parce que ça, c'est un gabarit. Chaque page là que j'avais présenté dans l'arborescence, là-haut, ce sont des gabarits. Et donc, du coup, en fait, ça va être important que vous arriviez à vous projeter, à imaginer les différents gabarits que vous allez avoir. Mais si une page, elle se répète, par exemple, j'ai la chaussure 1, la 2, la 3, la 4, à la rigueur, pour l'argent, c'est pas forcément important tant qu'on sait qu'on développe une page chaussures et après, vous créerez bien autant de chaussures que vous voulez. Et c'est important de connaître toutes les différentes pages. Et c'est pour ça que c'est important aussi de rationaliser ce nombre de gabarits, justement. Parce que plus vous allez avoir de gabarits, plus ça va prendre de temps au designer, plus ça va prendre de temps au développeur, plus ça va surcharger un peu votre site. Donc, c'est pour ça que c'est important de réduire les types de pages ou les gabarits de pages sur votre site web pour réduire un peu le budget. En termes de gestion de projet, c'est à vous de faire votre choix aussi. Ça va avoir un impact forcément sur votre cahier des charges entre la méthode agile, donc qui est la première là à gauche, et la méthode cascade. Alors honnêtement, sur une agence de notre taille, sur notre cible qui va être plutôt de la PME industrielle, la PME de service, voilà, nous c'est des boîtes entre 3 et 300 salariés, on est beaucoup sur la méthode cascade. Donc la méthode cascade, c'est en gros, on a des étapes et il faut les respecter les unes après les autres. On fait le cahier des charges, on fait le design, on fait le développement, on livre le site, on fait évoluer le site. La méthode agile, elle est bien, mais elle se consacre beaucoup plus à des projets un peu plus ambitieux. Notamment, à la base, ça vient dans le domaine du logiciel. Un logiciel, il évolue en permanence. Un site vitrine ou un site e-commerce, au final, on va avoir 2-3 mois de boulot, mais au bout de 2-3 mois, en gros, il est fini à 95%. Et après, on va le faire évoluer. Donc, à vous de voir aussi le style de gestion de projet que vous souhaitez. Dans la majorité des cas, sur de la PME, ETI, on sera sur un mode cascade, pour du site, on va dire, moyen. Sur des énormes sites ou genre Blablacar, Airbnb, tout ça, il faut mettre en place la méthode agile qui permet en fait de développer d'abord une grosse fonctionnalité. Par exemple, je vais développer un moteur de recherche. Et après, ainsi de suite, toutes les 2 semaines, on va rajouter une nouvelle fonctionnalité. Et en fait, on va payer au temps passé. Si les développeurs ils passent 50 jours, au final, je vais payer 50 jours fois, par exemple, 500 € par jour. Si par contre je suis en mode cascade, en général, l'agence, nous ou le freelance, va s'engager sur ce qu'on appelle un forfait. On ne sera pas sur une méthode agile avec un paiement au temps passé, on sera sur un paiement au forfait. Et donc nous, c'est ce qu'on fait parce que la majorité de nos clients, ils ont du mal à dire ils ont du mal à se projeter sur payer le temps qu'on a passé parce qu'ils disent si on est lent, si on est rapide, ils savent pas trop. Donc du coup, le forfait va bien à tout le monde en général dans ce cas-là, où on dit par exemple, ce site-là, il va coûter 10 000 €, 20 000 €, j'en sais rien. Et puis si on est plus rapide, tant mieux pour nous. Si on est plus lent, tant pis pour nous, mais au moins le client, lui, sait qu'il a payé, il paiera pas plus que 20 000 €.
Et du coup, ça, c'est le mode cascade qui va bien. Et si vous êtes dans un mode cascade avec un forfait, surtout, il ne faut laisser presque aucune part au risque ou à ce qu'on appelle la liberté d'interprétation ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire que il faut laisser le moins de flou possible. Parce que plus vous serez flou en amont, plus votre cahier des charges sera mal fait, voilà, moins vous aurez donné d'informations, plus ça sera une catastrophe à la fin. Parce que l'agence, forcément, vu qu'elle va devoir prendre sur elle si elle dépasse le temps, bah, elle va essayer de bloquer en disant ah non, ça on l'a pas vu, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Et vous, le client, bah, vous dites bah, tant que je peux en rentrer, bah, j'en rentre quoi. Je donne plein de trucs à faire alors qu'on n'en avait même pas parlé. Donc si vous êtes plutôt du genre à pas être du tout sûr de votre projet, voilà, c'est extrêmement flou dans votre tête, bah, vous pouvez prendre le mode cascade, mais dans ce cas en général il faut payer ou alors il faut prévoir ça dans le montant, un temps suffisant pour co-construire, finaliser le cahier des charges, se faire accompagner limite sur la stratégie même de votre projet, sur la stratégie de votre site, sur votre web marketing ou je sais pas quoi. Mais c'est une étape initiale. Et une fois que cette étape initiale est faite, c'est là où vous allez finaliser le cahier des charges et après vous attaquez le site. Parce qu'en gros, sur un mode cascade, avec un forfait où vous êtes sûr de ce que vous payez, eh bien, de votre côté comme de celui de l'agence, il faut vraiment éviter un maximum d'avoir du flou, d'avoir de la liberté d'interprétation et surtout, il faut coordonner nos visions. Et plus on en aura parlé avant, plus le projet se passera bien. Si on est en mode agile, il peut y avoir du flou dans tous les sens, c'est pas grave parce que on va faire ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire on va améliorer au fur et à mesure le site et vous paierez l'agence au temps passé. Donc l'agence ou le freelance, il boudera jamais parce que lui, à la rigueur, s'il y a un truc qui n'était pas top, ben, il va le refaire, mais il sera payé pour ça. Donc c'est un peu moins grave. Mais si vous êtes en mode cascade, évitez absolument le flou et faites en sorte que votre cahier des charges soit aux petits oignons. Ou faites-vous accompagner pour faire votre cahier des charges. Ensuite, bon, je vais passer rapidement parce que je vais vous donner le lien de toute façon vers le cahier des charges prêt à l'emploi. Mais les éléments, en tout cas, qu'il faut donner à une agence, notamment au démarrage du projet, donc à ne pas oublier à mettre dans votre cahier des charges, ça va être par exemple vos accès à Google Analytics. En gros, tous les outils qui vont graviter autour de votre site. Si vous dites, par exemple, j'aimerais bien que les gens puissent s'inscrire à ma newsletter. OK, très bien. Mais votre newsletter, elle est sur quoi? Elle est sur Mailjet, Mailchimp, sur Sendingblue, sur je sais pas quoi. Quel que soit votre choix, donnez les accès au fameux Mailjet ou au fameux Mailchimp. Comme ça, l'agence pourra ou le freelance pourra intégrer ça dans le site parce qu'il va falloir que le site et cet outil-là puissent parler. Vous voulez qu'il y ait un suivi de vos données, des visiteurs de votre site, bah, donnez les accès à Google Analytics. Vous voulez que l'agence puisse mettre en ligne le site sur votre serveur, votre hébergeur, sur votre nom de domaine, bah, donnez vos accès à O2Switch, OVH, Gandhi ou tout ce qu'on veut. S'il y a des outils qui vont graviter autour de votre site et que votre site doit être lié à ces outils-là, partagez les accès. Donc là, je vous ai montré des trucs assez simples, newsletter, analyse de données, des trucs comme ça. Ce qui devient compliqué, c'est quand on passe sur ce qu'on appelle une API. Donc API, c'est ou un web service, c'est quand le site va vraiment échanger énormément d'informations avec un autre outil. Par exemple, vous avez un CRM ou un ERP et vous souhaitez que tous vos produits qui sont affichés dans votre ERP puissent s'afficher aussi sur votre site. Là, ça devient un peu technique et là-dessus, il ne faut pas se louper et là-dessus, il faut bien travailler avec l'agence pour bien définir votre besoin. En tout cas, ça, indiquez-le expressément sur le site. Faites pas en sorte que votre partenaire découvre à la fin que finalement vos produits, c'est pas vous qui allez les rentrer à la main, mais ils viennent finalement de Sage ou de EBP ou de Salesforce ou je ne sais quoi. Ça, il faut donner les informations tout de suite et partager tout de suite vos accès à Salesforce, EBP, Sage ou autre. Mais vraiment, tout ce qui est outils externes, donnez les accès et il faut en parler pour voir un peu l'implication que ça va avoir sur votre site. Quand on est plus sur du site vitrine, et notamment sur du site vitrine ou n'importe quel site, c'est important de donner vos fichiers médias. C'est-à-dire qu'il va falloir donner une charte graphique, votre logo, les photos que vous avez à disposition ou les vidéos ou autres. Parce que si par exemple vous venez et que dans votre cahier des charges vous dites moi je veux un site nickel chrome, un design de ouf, tout ça, et on se rend compte que toutes vos photos c'est des trucs prises avec un iPhone tout pourri et que vous n'êtes pas prêt à payer pour un shooting photo par exemple, c'est à ce moment-là on va pouvoir vous dire attention, on recommande plutôt ci, ça, mais en tout cas pour qu'on puisse s'en rendre compte, faire le conseil qui va bien ou autre, il faut que vous puissiez mettre à disposition de votre partenaire l'intégralité des documents que vous avez de votre côté. Donc logo, charte graphique, des photos, des vidéos et les contenus texte. Si vous avez vos contenus texte aussi sur des fichiers Word ou n'importe où, c'est toujours bon parce que ça va aider le designer à pouvoir les mettre ça va pouvoir aider le designer après coup, mais aussi on va pouvoir se rendre compte s'il y a un besoin à ce niveau-là et de le prendre en compte du coup dans le chiffrage du projet. Parce que si on se rend compte que vous n'avez rien, ni logo, ni charte graphique, ni photo, ni vidéo,
va forcément falloir qu'on vous propose quelque chose, qu'on vous aide sur ce sujet-là, parce que sinon votre site, bah, il sera vide, quoi, il n'y aura rien. Donc, important de donner toutes ces infos. Ensuite, il est important aussi de détailler votre stratégie sociale ou publicitaire. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur le design, le développement, l'intégration du site, tout ce qu'on veut. Typiquement, vous avez plusieurs réseaux sociaux, vous avez vraiment une très grosse stratégie sur les réseaux sociaux, et notamment peut-être un compte Instagram génialissime, bah, il va falloir qu'on intègre sûrement les photos de votre compte Instagram sur le site, et que ça, ce soit fait en dynamique. Ça va avoir un impact. Vous faites beaucoup de pubs sur Google AdWords, et ben, il va falloir qu'on crée en général sur le site, enfin, vous allez vouloir faire beaucoup de pubs, il va falloir qu'on fasse des pages dédiées pour réceptionner les visiteurs qui viennent de Google AdWords. Donc, ça va avoir un impact. Il va falloir qu'on mette les suivis de tracking. Il va falloir qu'on puisse suivre un petit peu toutes ces visites, tout ça. Donc, ça va avoir un impact sur le développement du site. Donc, n'hésitez pas à indiquer aussi la panoplie des canaux de communication que vous allez utiliser, des réseaux sociaux que vous utilisez, un petit peu de comment vous voulez faire votre marketing, parce qu'en général, ça va avoir un impact sur votre site web et sur, du coup, le budget de votre site web aussi. Bon, en préalable, hein, vous allez raconter votre histoire, définir votre positionnement, votre cible, votre marché et vos concurrents. Tout ça, ça va être des informations très importantes, pas forcément pour le devis. À la rigueur, pour le devis, ça a peut-être peu d'impact, mais ça va être hyper important pour le design, pour le positionnement du site et pour… ça va en avoir aussi un peu sur le devis, hein, bien entendu, sur le calibrage du projet, mais du coup, ça va être des informations cruciales en fait pour l'équipe du partenaire qui va après s'occuper de vous sur le site. Mais bon, tout ça, c'est résumé aussi dans le cahier des charges que je vais vous envoyer. Quelle direction donner à votre site? Donc ça va être à vous de l'exprimer. Et limite, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important pour que derrière, vous soyez vraiment satisfait du résultat. Bien définir votre besoin. À quoi va vous servir votre site? Est-ce que c'est une simple vitrine? Est-ce que vous souhaitez devenir millionnaire avec? Est-ce que vous souhaitez gagner énormément de temps avec? Est-ce que c'est un outil de prospection commerciale? Est-ce que c'est un outil e-commerce où vous souhaitez faire des ventes tout automatisées? Tout ça va avoir de gros impacts. Donc vraiment, définissez bien votre besoin. Quels objectifs vous voulez atteindre avec ça? Effectivement, le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre avec ça, ou le gain de temps, toutes ces choses-là, parce que derrière, les recommandations du partenaire seront différentes et derrière, ça aura une implication forcément sur le design et le développement. Et n'hésitez pas à donner des sources d'inspiration. Exemple concret, on a des fois des prospects qui viennent en disant « Non, non, mais moi, je veux un site tout simple, vous inquiétez pas, c'est fastoche. Allez, vous le ferez en 2 jours. » Ok, très bien. Et finalement, ils nous donnent le lien de Airbnb en disant « Non, mais fastoche, vous faites comme ça. » Ah ouais, chouette. Parce que bon, déjà de 1, on peut pas copier-coller Airbnb, on n'a pas le droit, c'est quand même à eux le site. De 2, on peut effectivement énormément s'en inspirer, mais de 3, on se rend compte que finalement, c'est pas si simple que ça. Ce qui peut paraître simple pour vous peut avoir finalement des implications assez impressionnantes en design, en développement ou autre. Parce qu'il y en a des fois, ils nous disent, je veux que ce soit très simple, que le site se charge super vite, mais alors je veux qu'il y ait de la vidéo partout, des animations, des machins, des bidules, tout ça. Ok, donc déjà, c'est 3 trucs totalement différents. Et plus on va surcharger le site, moins il sera rapide. Donc, c'est même à ce niveau-là qu'on va pouvoir faire du conseil, de la recommandation en disant, bah, limitons la photo, limitons la vidéo, sinon le site sera plus lent, il sera moins bon pour le référencement naturel. Donc vraiment, tout ce que vous pouvez nous donner comme indication d'inspiration de sites qui vous parlent, de sites sur lesquels vous projetez, soit d'un point de vue graphique, soit d'un point de vue fonctionnel. Limite, le fonctionnel, c'est limite plus important que le côté graphique, mais en termes de fonctionnalité, de fonctionnement ou autre, bah, plus ça donnera de billes aux partenaires pour faire un devis aux petits oignons. Ou de pouvoir prévoir votre site pour qu'il réponde à vos besoins de manière parfaite. Bon, après, bah forcément, vous allez indiquer tout ça. Alors, le budget prévisionnel sur un cahier des charges, est-ce que je le recommande? Oui et non. Il y a des fois, en fait, en gros, plus la cible est grosse, donc plus on est sur de la bonne PME ou de l'ETI, plus en général, le budget sera indiqué. Souvent, les TPE ou les startups n'indiquent pas le budget parce que, 1, elles n'ont aucune idée de ce que ça peut coûter, et de 2, en général, elles veulent pas avoir de mauvaises surprises. Parce que typiquement, forcément, vous donnez un budget en disant j'ai 10 000 euros, bizarrement, le devis sera à 9 999 euros. C'est plutôt assez logique, mais d'un autre côté, le prestataire va souvent calibrer votre site pour y rajouter des choses qui sont un peu plus qualitatives. Parce qu'entre un site à 2 000 euros et un 10 000, faut pas se leurrer, hein, c'est pas juste parce que vous aviez dit que vous aviez que 2 ou 10 000 euros, c'est qu'en général, on va se dire, ok, je peux faire un site bien costaud et je peux me donner le temps de faire quelque chose de vraiment quali, de vraiment poussé pour mon client parce qu'il a le budget qui va avec. Et aussi, des fois, en indiquant votre budget, ça permet tout de suite de faire un tri.
Typiquement, demain, vous me consultez pour un site web et vous pouvez pas mettre plus de 4000 euros. Je sais pertinemment que je pourrais pas faire grand-chose pour vous parce qu'aujourd'hui, on est structuré pour faire des sites plutôt costauds et où on pense à plein de choses. Le design, le développement, le référencement, la rapidité, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, si tout de suite, vous me dites, non, mais moi, j'ai 2-3 000 euros de budget, au moins, je pourrais sûrement vous rediriger vers le bon freelance, la bonne personne qui pourra le faire pour vous. Inversement, votre cahier des charges est un peu pas top, je comprends pas grand-chose, mais vous me dites, j'ai 30 000 euros de budget, bah là, ça me permettra de dire, OK, cette personne-là, en fait, sont ambitieuses, mais n'ont pas le niveau de connaissance suffisant pour avoir fait la demande qui était avec, et donc je vais beaucoup plus creuser le besoin, et je vais être beaucoup plus dans du conseil, et au final, essayer de le calibrer, et au final, on n'arrivera peut-être pas à 30, peut-être à 20, mais au moins, on sait que la personne a des ressources pour faire un projet plus costaud que ce qu'on avait vu initialement sur le cahier des charges. Voilà. Après, le planning de votre projet, extrêmement important. Vous le savez, bon, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs, mais surtout, la vie des entreprises font que c'est au niveau humain des fois et au niveau des disponibilités humaines et du temps disponible qu'on a le plus de contraintes. Donc, c'est pas parce que on sait faire le projet, on est les meilleurs, on a la meilleure référence qu'on pourra forcément tenir les délais. Notamment, moi, par exemple, je sais que chez Pilotine, un projet moyen va prendre environ 3 mois. 3 mois, pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal d'étapes à respecter. On veut faire les choses correctement, avoir la phase de conseil, la phase de design, la phase de développement, machin, respecter les process, la méthodologie. Et donc, du coup, ça va prendre en moyenne 3 mois pour faire un site web quali et qui soit livré à la fin sans erreur, nickel chrome, tout ce qu'on veut. Si forcément vous avez que 1 mois devant vous pour faire votre projet, c'est-à-dire soit il faut qu'on s'organise autrement, ce qui va avoir un impact sur le prix en général, soit on va tout de suite dire je peux pas. Plutôt que d'envoyer votre cahier des charges, de ne pas indiquer la date et de vous rendre compte à la toute fin que finalement c'est pas possible. Donc vraiment, par rapport à vos enjeux et sur votre planning, et ne vous mentez pas à vous-même. Vous savez très bien que si vous demandez un site plutôt costaud à un prestataire et que vous lui laissez que 1 mois pour le faire, que ça va être super compliqué et que le délai sera pas tenu. Nous-mêmes, il faut pas qu'on se mente. C'est pour ça qu'on évite de s'engager sur des dates intenables. Mais vous-même, sachez que c'est très compliqué de lancer un site en 1 mois, à part si vous le faites vous-même avec des trucs prêts à l'emploi et que votre site, en gros, il n'est pas hyper personnalisé, il rentre vraiment dans des cases très précises. Mais voilà, donc indiquez bien le planning projet, mais en général, pour un projet moyen, prévoyez 3 mois au moins de délai entre le démarrage et la mise en ligne du site web. Puisqu'il faut respecter toutes ces étapes. Lancer le projet, trouver une date où tout le monde se mette autour de la table, valider les wireframes, donc c'est le côté ergonomique du site, valider après le design, donc c'est le côté joli du site, valider après le développement et la pré-production, faire les ajouts de contenu, finaliser le contenu, vérifier tous les liens, vérifier les formulaires et mettre en ligne. Bon, les aspects techniques du cahier des charges, notamment des trucs qui souvent sont casse-bonbons ou alors plutôt qui sont ambitieux et nécessitent du temps. L'import des données, notamment si vous êtes sur une refonte. Ça va être la grosse différence entre création de site et refonte. Création de site, on part d'une page blanche, donc c'est pas forcément très, très compliqué de se louper. On sait qu'on va devoir créer tant de pages, machin, tout ça. Après, le client, le prospect, va mettre dessus son contenu, va télécharger ses photos, tout ça, pour compléter son site. Il a le temps. Par contre, quand on est sur un vieux site qu'on veut refondre, et ben des fois, on se rend compte qu'on a des blogs avec 500 articles, et puis on a 650 pages, et puis en fait, on n'avait pas vu toutes les pages ensemble, il y en avait qui étaient cachées, tout ça, mais on veut quand même les importer sur le nouveau site. L'import de données, il faut être très vigilant là-dedans, et il faut que vos anciennes données puissent coller avec la nouvelle organisation du site. Donc, soyez très vigilant à parler dans votre cahier des charges et en parler avec votre partenaire de comment on importe les données de l'ancien site vers le nouveau et de le faire correctement, comme rediriger les anciennes pages vers les nouvelles ou autre. Donc, ça va vraiment être tout ce transfert de données et cet import de données qui va être complexe. Par exemple, on avait fait un devis pour un site avec des offres d'emploi dessus et on s'est rendu compte en fait que l'ancien site, on pensait qu'il y avait, je sais pas, 10 000, 20 000 offres d'emploi, il y en avait 150 000. Et importer 150 000 données qui venaient en fait de 2 bases de données différentes pour tout mettre ça dans le nouveau, eh ben, ça nous a pris 1 semaine. 1 semaine de plus qu'on n'avait pas provisionné. Et ben, cette semaine de plus, bon, bah là, c'était pour notre pomme, puisqu'on était en mode forfait, mais on aurait pu éviter ça, nous-mêmes, en parlant aux clients, en disant attention, là, il y a marqué qu'il va falloir importer les données, mais quelles sont vos données? Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ressemblent vos données? Donc, faire un petit fichier Excel en disant bah, regardez, c'est ça mes données.
faut vraiment essayer de donner le plus d'informations possible à ce niveau-là, et limite un petit fichier Excel en disant, bah voilà, mes utilisateurs, j'ai nom, prénom, email, mot de passe, machin, bidule. Mes produits, j'ai la taille, le poids, le prix, TTC, hors taxe, machin, et détailler un petit peu les données que vous avez, parce que l'import, export, c'est ça qui va prendre un petit peu de temps. Un site multilingue aussi. Et là, je vous donne deux solutions pour des sites multilingues. La première, c'est de le faire en mode traditionnel, c'est-à-dire qu'on installe un plugin, par exemple sur WordPress, il y a WPML ou Polylang, on recommande Polylang, qui permet de faire des sites multilingues, mais en gros, ça va nous prendre, nous, entre 1 à 2 jours pour mettre en place ce système-là et dire que maintenant, ça marche en français et en anglais. Et après, vous allez devoir faire la traduction, vous allez devoir importer toutes vos traductions. Enfin, ça va vous prendre peut-être 3, 4, 5 jours à vous. Donc, en tout, on a passé 6 jours. Ou alors, il y a un plugin sur WordPress qui s'appelle Wiglot, W-O-G-L-O-T. Et Wiglot, il va vous permettre de traduire automatiquement tout votre site. Et vous avez aussi la main quand même pour finaliser la traduction s'il y a des erreurs, s'il y a des mots assez techniques, des choses comme ça. Et donc, on passe de 6 jours de travail à une journée maximum. Et ça coûte genre 190 € par an. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, site multilingue aussi, ça peut s'aborder de manière différente. Mais par contre, dites bien que votre site est multilingue et détaillez bien les langues. Anglais, français, allemand, chinois. Puisque quand on est sur des langues latines, ça le fait. Quand on est sur de l'arabe qui se lit à l'envers, ou du russe, ou je sais plus quoi, ou du japonais, j'en sais rien, là, ça complique un peu plus le job, parce qu'il va falloir traduire quand même beaucoup plus de choses et même organiser le site. Par exemple, quand on est sur de l'arabe, ça veut dire qu'il faut inverser les éléments du site, et du coup, ça implique quand même un peu de boulot. Ensuite, si vous avez un CRM ou un ERP, donc CRM, c'est toute la partie commerciale, ERP, c'est tous vos stocks, votre logistique, machin, et que vous souhaitez lier ça à votre site, là, ça va avoir une petite implication. C'est costaud, ça se fait très bien, hein, mais c'est costaud et il faut vraiment en parler. Et là, ça nécessite vraiment d'y passer un peu de temps pour savoir exactement ce qu'on souhaite synchroniser et autres. Et ensuite, les cartes interactives aussi, on le revoit souvent. Entre la carte qu'on va faire sur Google Maps, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez faire des cartes interactives sur Google Maps et dire voilà tous les points de vente, faire une petite carte qui s'intègre sur le site. Ça vous prend une demi-journée, c'est gratos, c'est très bien. Et la carte interactive directement sur votre site qui va prendre 2 à 3 jours à développer en sur-mesure par nos soins, bah, il y a une grosse différence aussi, mais voilà. Si vous avez ce genre de trucs, des agendas, des événements, une carte interactive, spécifiez bien tout ça parce que ça, ce sont des éléments qui vont avoir un impact quand même sur le temps de design, le temps de développement, le temps de gestion de projet, toutes ces choses-là. Ensuite, sur la partie e-commerce, ça peut être bien de venir tout de suite avec des idées de ce que vous voulez utiliser, notamment les informations de paiement. Parce que entre mettre en place Monetico, par exemple, je ne sais plus qui y a derrière, mais c'est peut-être le CIC ou Crédit Mutuel ou je ne sais quoi, Monetico, qui est l'outil en fait de ces banques-là, et Stripe, qui est un concurrent de PayPal qui est prêt à l'emploi. Stripe, ça va nous mettre une demi-journée top chrono. Monetico, on peut avoir pour 1 à 2 jours avec des échanges de mails dans tous les sens, c'est super lourdingue. En général, la reco qu'on fait, c'est si vous dépassez les 10 à 20 000 € de chiffre d'affaires par an, allez sur la solution de votre banque, parce que le coût supplémentaire de l'agence, il sera rentabilisé. Si vous êtes à moins de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, prenez du PayPal, du Stripe, ça sera largement suffisant et vous serez gagnant au niveau des pépettes. Les modes de paiement, du coup, vous pouvez choisir CB, virement, chèque, mais à vous de faire votre choix, quoi. Savoir s'il y a de l'abonnement ou pas, ça a une grosse incidence. Les modes de livraison, est-ce que vous en avez plusieurs, du point relais, et voilà, tout ça va avoir une incidence. Les frais de port, combien d'emails de confirmation, tout ça, il faut penser à tous ces éléments-là quand on est sur du e-commerce. Bon, après, il va falloir détailler tout ça. Vous retrouverez dans le cahier des charges prêt à l'emploi un peu tous ces éléments, mais ça va être important de détailler ensuite. Vous savez, première étape, on a fait l'arborescence où on a listé les gabarits de pages ou les types de pages. Et après, c'est de dire, bah, sur ce type de page-là, je vais retrouver la liste des produits, un moteur de recherche, je vais retrouver tout ça. Là, ça commence à devenir un peu technique. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusque-là tant que vous expliquez bien les choses. Mais si vous pouvez expliquer comme ça, c'est top. Voilà, bon, il y a plein de trucs. Et après, pensez bien au gabarit de vos pages, au contenu de vos pages, et à pas mal de choses. Donc là, vous retrouverez tout ça dans la presse et dans le cahier des charges prêt à l'emploi. Alors, attention aux avantages et aux points d'attention. Donc au niveau des avantages, le cahier des charges va vous permettre de concrétiser et va permettre de diriger le projet, de donner toutes les billes en fait pour que le partenaire puisse vous faire une bonne proposition et puisse bien vous accompagner. Et c'est pas parce que vous avez un super cahier des charges qu'il va pas falloir passer du temps à discuter avec votre partenaire. Honnêtement, le contact physique, ça peut se faire à distance, en distanciel, mais
faut en parler un maximum. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges à l'oral, qui se soldent tous ces échanges par on met ça noir sur blanc sur le fameux cahier des charges, sur les maquettes, sur tout ça, mais c'est important de bien croiser les idées et de pouvoir se faire accompagner d'un côté comme de l'autre par les différents interlocuteurs. Ça permet de ne pas foncer tête baissée, d'éviter d'être trop flou sur son projet et d'avoir des déconvenus par la suite parce qu'on n'a pas pensé à un truc super important. Ça permet de se poser les bonnes questions, de travailler sur ce document. Donc même si le projet aboutit pas, ça vous permettra de voir un petit peu les difficultés potentielles que vous allez rencontrer en disant « Ah ouais, mais là, en fait, faut le connecter avec l'ERP, machin, j'avais que 5 000 € de budget, je sais que c'est foutu. » Mais en tout cas, ça vous permet de bien penser à tous ces éléments-là. Ça va faciliter énormément la communication avec toutes les autres personnes et vous aurez une trace écrite. Et au final, je pense que ça, c'est assez important, notamment quand on est sur une gestion de projet traditionnelle en mode cascade, c'est de bien noter, de bien prendre note de tout ce qui se dit. Par exemple, nous, suite au confinement, ça nous a bien aidé, on enregistre toutes les sessions avec nos clients, on documente bien tout ce qui s'est dit pendant les réunions, on met bien tout ça dans le devis, dans le cahier des charges, on prend note de tout. Parce que ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait des informations qui se donnaient à l'oral, et uniquement à l'oral, et qui n'étaient pas notées quelque part. Et à la fin du projet, on se rendait compte que, ah ouais, mais à la réunion numéro 1, t'avais dit à Julien que Paul t'avait dit qu'il fallait rajouter je sais pas quoi. Et ça, tout le monde l'avait oublié entre-temps. Donc vraiment, essayez de documenter un maximum et éviter les flous. Et dès qu'il y a une information supplémentaire qui arrive, notez-la bien dans le cahier des charges et gardez, il faut que votre cahier des charges soit votre fil conducteur et qu'il y ait toutes les informations là-dedans. Point d'attention, respectez bien la méthodologie du projet, sinon ça part en cacahuète. Et quand on est en mode cascade, malheureusement ou heureusement, ça vous pousse à avoir une vision quand même assez précise de ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que la méthode cascade, par exemple, pour les jeunes startups qui se posent énormément de questions, je ne pense pas la recommander pour une version finalisée du projet. Par contre, ça peut se faire pour ce qu'on appelle un prototype ou une version 1 du projet. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, mais par contre, vous voyez bien ce que vous pouvez avoir pour la version 1 ou le prototype de votre projet. Dans ce cas, il va falloir bien définir ce qu'on veut pour le prototype. On met en ligne le prototype, on fait nos tests, nos machins, on prend des retours d'utilisateurs, je sais pas quoi, et après on construira un cahier des charges pour la deuxième partie, pour la version 2. Et ainsi de suite, on va pouvoir faire prototype, version 1, version 2, version 3, version 4. Là, ça fonctionne. Par contre, si vous partez sur un projet pas très défini, tout ça, mais que vous le voulez tout de suite abouti, vous sachez que ça marchera en général assez peu, voire ça marche jamais. Donc voilà, soyez conscient aussi de votre niveau de maturité sur votre projet. Si vous êtes assez peu mature sur votre projet, faites un prototype en mode cascade ou partez tout de suite en mode agile si vous avez un peu plus de rond. Sinon, c'est essayer plutôt de penser votre projet un peu plus simplement. Et après, vous partirez sur la V2, la V3, la V4. Donc, je vous parle de ce fameux modèle de cahier des charges et je vais répondre à vos questions. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien. Alors le lien là, c'est pour le télécharger. Bon, il faudra juste mettre votre email, mais sinon je pourrais vous le redonner. Tac, tac, tac. Donc vous pouvez le télécharger sur cette page-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions que vous avez, s'il y en a. Je ne me souviens pas non plus. Ça se trouve, j'étais super clair et tout. Mais donc O2Switch plus 1 pour Alexis. Effectivement, je recommande bien O2Switch, c'est vraiment top. Leur support, il est vraiment chouette. Quand on leur envoie des mails, ils répondent, alors peut-être pas dans les 5 minutes, mais bon, même encore des fois, ils répondent dans les 5 minutes, donc ils sont vraiment forts. Pour Christian, oui, il y aura un replay. Il n'y a pas tant de questions que ça, donc c'est pas mal. Allez-y, si vous avez des questions, je sais pas, par rapport à ce que je viens de dire, c'est le moment, je vous laisse mettre vos petites questions. Je vais regarder ce qui me restait à aborder. On était pas mal, après j'allais faire la conclusion. Donc si vous avez des questions, je suis preneur. Je vais repartir dans la presse. Tac, c'est parti. Hop là. Alors, donc voilà, vous pouvez télécharger le modèle de cahier des charges ici. Ça, c'est une chose. Donc, je le remettrai dans la description de la vidéo YouTube. À savoir, donc par exemple, si demain vous avez un projet de site web et que vous voulez passer par un prestataire, ce que je vous recommande, c'est en général de mettre en concurrence 3 personnes. 3 personnes, alors si vous pouvez, 3 personnes plutôt différentes. Par exemple, vous êtes une TPE ou une startup, je vous recommande d'aller voir un freelance de votre famille, par exemple, enfin une personne que vous connaissez dans votre famille, un freelance et une agence petite ou moyenne. N'allez pas voir les SS2I, tout ça, c'est mort. Mais voilà, petite startup, TPE, vous vous lancez, vous allez voir quelqu'un de la famille,
un freelance et une agence. En général, celui de la famille, il vous dira, allez, je te le fais pour 500 balles, le freelance pour 2500 et l'agence pour 5, 6, 7000, j'en sais rien. Et vous allez voir comme ça la qualité ou l'approche, la méthodologie qu'on vous propose et vous allez pouvoir comme ça voir celle qui vous correspond le mieux. Parce que honnêtement, notre approche, nous, du marché, elle ne correspond pas à tout le monde. Nous, vraiment, comme je vous ai dit, ça va vraiment parler à soit une startup qui a peut-être qui a besoin de se sentir bien accompagné sur son projet et d'avoir à disposition un chef de projet, des designers, des développeurs et d'être sûr de son coût, soit plutôt vraiment la PME ou l'ETI dans l'industrie, dans les services, tout ça. Mais honnêtement, nous, ça se challenge vachement plus sur, par exemple, la TPE ou l'entrepreneur qui est en train de créer son concept ou la petite startup qui veut vraiment lancer juste un proto hyper rapidement, tout ça. Je pense que là, on est peut-être un peu dépassé. Mais ça vaut toujours le coup, par exemple, de nous consulter dans ce cadre-là pour voir un peu ce qui est proposé sur ce modèle d'agence. Donc nous, en gros, on est 17 personnes, on est spécialiste sur WordPress, donc on fait que du CMS. On est spécialiste que sur cette branche-là, donc forcément, on est très, très, très bon sur WordPress, mais on est une catastrophe sur les autres. Ne nous donnez jamais de Drupal, de Joomla, de machin. Si votre projet il est tellement farfelu qu'en gros, un CMS, ça marche pas et qu'il faut faire un truc sur mesure, par exemple, nous, on sera dépassé. On pourra pas vous faire votre truc sur mesure en Symfony ou en je sais pas quoi. Ou en Laravel ou en Angular, machin, on pourra pas faire. Donc, si vous êtes en création, vraiment, voilà, quelqu'un de la famille, un ou très très bien recommandé, un freelance et une agence, ça vous donnera un bon panel de ce qui existe. Et vous verrez tous les prix, vous verrez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Vous êtes une TPE qui existe depuis une dizaine d'années. Là, oubliez les gens de la famille, ça va faire que des problèmes. Prenez plutôt quelqu'un en freelance, une toute petite agence et une agence moyenne. Là, vous allez avoir des propositions qui vont se ressembler, ou peut-être 2 agences moyennes. Vous êtes une PME un peu costaud, prenez toujours quand même un freelance, je pense, c'est intéressant de voir ce que ça donne. Et après, là, peut-être 2 ou 3 agences plutôt costauds. Vous êtes une ETI, je pense que c'est là où après, passer par une agence qui elle-même, de toute façon, ira chercher les freelances si elle a besoin d'aller un peu plus loin. Parce qu'il y a des boîtes qui sont organisées comme ça. Hein. Il y a 4-5 personnes en interne et après, ils fonctionnent avec, je sais pas, 2, 3, 10, 25 freelances ou autres. À savoir que, par exemple, le modèle de Pilotine, au démarrage, c'était que des chefs de projet, beaucoup de gens en freelance. Honnêtement, on en a pas mal galéré. Aujourd'hui, c'est plus que des personnes en interne, des gens en CDI en interne chez Pilotine. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir différents types d'agences. Et puis, vous aurez des agences ou des freelances qui seront très créatifs, d'autres qui seront de très, très bons développeurs, d'autres qui seront encore d'excellents, qui seront énormément dans la méthodo, d'autres qui seront énormément dans le... Ils vont un peu dans tous les sens. Donc, et d'autres qui sont très, très web marketing, d'autres très chiants, très tech, très rigolos, très machin. Donc, essayez de prendre différents types de boîtes. Comme ça vous permet d'avoir des sensibilités un petit peu différentes et de faire votre choix. Voilà. En tout cas, chez Pilotine, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la création de sites sur WordPress à 100%. On fait de l'optimisation et de la maintenance de sites. Si aujourd'hui, vous avez déjà un site WordPress, par exemple, et vous souhaitez le maintenir, on a des offres de maintenance, d'évolution de site, d'hébergement de site, que WordPress. Hein. On fait que WordPress, mais au moins, on peut filer un coup de main sur des sites déjà existants avant d'envisager une refonte dans quelques années. On fait de la stratégie social média, mais surtout de la formation, du conseil et de l'accompagnement. Et notamment, on a une formation qui est pas mal, qui permet de vous accompagner, enfin de vous aider à créer vous-même votre cahier des charges. Donc si aujourd'hui, par rapport au lien que je vous ai donné, vous téléchargez le cahier des charges, vous le remplissez, mais vous sentez que vous êtes un petit peu dépassé, sachez que vous pouvez vous faire accompagner en amont via des budgets OPCO, via pas mal de choses. Donc ça peut être même pris en charge. Donc c'est là où on parlait de financement de site web. Ça peut être pris en charge, cette partie la cahier des charges ou la partie formation à la gestion d'un site WordPress ou la partie formation à l'optimisation d'un site sur WordPress, la gestion de votre référencement naturel ou autre. Vous pouvez vous faire former. Et ça peut être pris en charge sur vos budgets OPCO. Donc c'est financé à 100%. Donc sachez que ça, c'est possible. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que nous, du coup, on fait de la formation et de l'accompagnement et du conseil sur du web marketing, du marketing automation, pas mal de choses, mais notamment aussi sur WordPress. Alors, on va pas vous aider à créer vous-même votre site WordPress, mais par contre, vous former sur comment créer un cahier des charges, vous former sur l'optimisation référencement naturel ou la gestion d'un site déjà existant sur WordPress, ça, on peut faire. Voilà, donc il y a 17 personnes aujourd'hui chez Pilotine. On va changer de bureau, Inch'Allah, en janvier, février, si tout va bien avec le notaire et l'urbanisme. On est à Lyon et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Ajoutez-moi sur LinkedIn, qu'on reste bien copains. Vous pouvez m'envoyer un email sur julien@pilotine.com. Et si vous avez téléchargé le cahier des charges prêt à l'emploi
Et si vous l'avez rempli et vous souhaitez avoir mon avis, avec grand plaisir pour vous donner mon retour d'expérience, vous dire un peu ce qui manque, ce qui est flou justement et qui risquerait de créer des problèmes, ce qu'il faut compléter, ce qui est parfait, tout ce qu'on veut. Mais voilà. En tout cas, je suis à votre entière disposition pour vous filer un coup de main. Ça sera gratos, avec grand plaisir. Je peux bien faire ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, soit sur LinkedIn, soit par email, avec grand plaisir pour vous aider. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Pour ceux qui restent, eh bien, je vais rester avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez Prospecting et Drop Contact. J'en parle souvent dans d'autres webinaires, mais c'est des trucs qui permettent vraiment d'améliorer sa prospection email, d'améliorer sa prospection via LinkedIn ou autre. Mais on va vous mettre les liens aussi dans le chat. Je vous invite vraiment à tester. C'est des trucs qui permettent de prospecter en automatique des gens sur LinkedIn et Drop Contact. Ça permet d'enrichir vos bases de données. C'est vraiment pas mal. On va vous mettre tout ça et vous pouvez le retrouver dans nos autres webinars. Donc, on va pas en parler aujourd'hui. Et avant que vous partiez, ça m'intéresserait, parce que c'est la première fois que je fais que je traite ce sujet-là, que vous me mettiez, s'il vous plaît, une note entre 0 et 5 à ce webinar pour savoir si vous avez appris des choses, vous avez gagné du temps. Donc voilà, donc en général, le 0, c'était une catastrophe, vous avez perdu votre temps. 5, vous avez appris des choses, mais je serais vraiment très, très preneur de vos retours. Donc, si vous pouvez mettre une note entre 0 et 5 dans le chat, ça me permettrait d'avoir un retour d'expérience sur ce webinaire que je viens de faire pour la première fois. Donc, Alexis, 12 sur 5, ça c'est sympa. 4,9 sur 5, je peux faire mieux, du coup, il y a de l'amélioration à faire. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours, c'est super top. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Des trucs que j'aurais loupé. Ah si, je devais parler de combien coûte un site internet. Donc, combien coûte un site internet pour ceux que ça intéresse. Alors, donc, si on est sur un site vitrine, donc site vitrine, pour moi, c'est site 5 pages, pas trop compliqué, il n'y a pas des fonctionnalités dans tous les sens, ça va vraiment être un beau site de présentation qui peut avoir un design assez léché, sympa, des petites animes et tout. Il faut savoir que chez Pilotine, par exemple, un site vitrine simple, entre guillemets, mais qui comprend de la gestion de projet, du design, enfin de l'ergonomie, du design, du développement, la mise en ligne, la formation au site, de l'optimisation SEO, l'optimisation de rapidité, tout ça, ça va être 6 500 € hors taxe. Ça, c'est chez Pilotine. Je pense qu'honnêtement, chez des freelances, vous trouvez ça entre 2005 et 4 500 €. Et dans des très grosses boîtes plus grosses que nous, donc plus de 17 personnes, plus structurées, tout ça, là, on va atteindre le 10-15 000 €. Mais en tout cas, chez nous, ça commence à 6 500 € pour un site vitrine. Quand on est sur de la création pure, quand on est sur une refonte de site vitrine, on est à peu près dans les mêmes budgets parce qu'il n'y a que 5 pages, en gros. Même avec un blog, bien entendu. Je compte là-dedans aussi un blog et 2-3 optimisations par-ci par-là, une inscription newsletter ou autre. Quand on est sur un site e-commerce, donc site e-commerce, on va dire simple, où j'ai des catégories produits, je vends des fringues, je vends des chaussures, je vends des t-shirts, je vends des verres. Site e-commerce simple, dans une agence comme la nôtre, avec nos process, avec tout ce que je vous expliquais en termes d'organisation, on est à partir de 8 500 € hors taxe. La différence des 2000, c'est toute la partie e-commerce. WooCommerce, c'est les nouveaux gabarits, parce qu'on va avoir un catalogue produit, on va avoir des pages produits, on va configurer un moyen de paiement, on va configurer des moyens de transport, des choses comme ça. Donc à peu près 8 500 €. Chez un freelance, vous devriez le trouver entre 4 et 8 000 €. Et dans une grosse boîte, chez une grosse SS2I, ça doit commencer à partir de 15 000, je pense. Mais chez nous, par exemple, 8 500 €. Après, on va avoir les sites e-commerce refonte. Là, ça commence à devenir compliqué. Là, je pense que c'est peut-être, chez nous, par exemple, à partir de 10 000 €, vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant parce que les transferts de bases de données, de commandes, de clients, tout ça, honnêtement, ça se bosse. Après, vous avez le même ratio, hein. Freelance, ça va aller de 4 500 à 10 000 aussi. Et après, grosse boîte, encore au-dessus. Après, on a les sites extrêmement créatifs. Par exemple, on travaille avec, je vais pas citer de nom, parce que, enfin, si on peut citer de nom. Par exemple, avec Euronews, des gens comme ça. On travaille avec Petrolan, les shampoings et tout, plein de choses comme ça. Pour le site vitrine, là, on va avoir une méthodologie encore plus poussée. On va avoir un très, très, très gros travail sur le design. On va avoir une énorme optimisation des temps de chargement des pages. Enfin, le boulot est forcément un peu plus monstrueux pour un résultat à la fin en termes de nombre de pages qui va être similaire. Mais là, tout de suite, on part dans les 15, 20, des fois jusqu'à 30 000 €
pour ce type de site. C'est des sites aussi où, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, il y a un côté un peu éco-responsable qu'on met en place depuis pas mal de temps chez Pilotine, et notamment des sites éco-responsables. Ce sont des sites beaucoup plus légers, qui utilisent moins de ressources, donc moins gourmands sur les images, sur les vidéos qui se chargent dans tous les sens, sur les animations, un serveur qui tourne à l'énergie propre ou qui a une bonne dimension éco-responsable. Nous-mêmes, on utilise de l'énergie verte. Enfin, ça comprend pas mal de choses. Donc forcément, des clients qui veulent rajouter en fait de la qualité à leur site, ça va gonfler un petit peu les budgets. Mais en fait, sur des sites vitrines parfois simples entre guillemets, on peut arriver sur du 15, 20, 30 000 euros. Ça peut arriver. Et alors après, je vous parle pas des sites qui sont synchronisés avec l'ERP ou autre, où là, ça commence plutôt dans les 13 000 euros. Quand on, là, par exemple, un site avec Salesforce à côté ou un bon CRM, et du coup, il y a beaucoup d'échanges de données entre ces deux sites, c'est à partir de 12-13, mais la moyenne de ces sites-là, ça va être du 20-25 000 euros assez facilement. Donc, pour être très concret, demain, vous venez vers moi ou vous venez vers quelqu'un avec un site de 5 pages, vous avez j'ai vu Alexis qui parle de 1500 par exemple. Vous avez entre 1500 et on va dire 8000 euros pour un site vitrine simple. Vous venez avec un site e-commerce, on va dire que vous avez entre 3 et 12 000 euros pour un site e-commerce simple. Par contre, vous venez en disant je veux le futur Blablacar, je veux le futur Airbnb, je veux le futur Apple, je sais pas quoi. Alors là, ça commence à s'envoler et c'est dans ce cas-là où on essaye d'envisager plutôt un prototype qui va être dans les 7 à 12, 13 000 euros avant de passer sur l'artillerie lourde. Parce qu'il y a des clients qui sont venus vers nous en disant je veux le Blablacar du Airbnb de la chaussure. Ah ouais, ok. Et par contre, j'ai 5 000 euros de budget. Donc en général, c'est un peu compliqué. Et même quand on a accepté et qu'en gros, on bossait, et que donc c'était il y a longtemps, hein, mais même quand on a accepté ça et qu'on arrivait jusqu'au bout, en général, quand on envisage trop vite quelque chose de trop costaud alors qu'on n'a même pas testé la base, c'est là où on se foire. Et au final, nous, on n'est pas content parce qu'on a perdu du temps et du pognon. Et le client, au final, il ne sait pas se servir de son site ou le site est trop costaud pour lui et on n'a pas respecté les étapes qu'il fallait respecter. C'est venu un peu trop tôt. Et au final, on est sur des projets qui prennent un temps de dingue, qui coûtent au final plus cher que ce qui était prévu à la base et en général qui ne marchent pas. Donc voilà. Donc si je peux vous recommander, en gros, vous avez un énorme projet en tête, commencez petit, faites le minimum syndical qui va bien marcher et vous l'améliorez dans le temps. Par contre, vous êtes une boîte qui existe depuis plusieurs années et vous êtes une PME et vous voulez une belle vitrine, pensez tout de suite une belle vitrine, mais en général, vous aurez les moyens, vous serez organisé pour gérer ça et vous pourrez vous le permettre. Voilà, bon là, si ça a pu vous être utile, je ne sais pas si j'avais oublié d'autres points par rapport à mon plan, mais voilà, je vous ai parlé de combien coûtait un site internet et les possibilités de financement d'un site. Donc si, il y a plusieurs points. Vous pouvez donc utiliser des budgets formation quand c'est des choses que vous allez faire vous de votre côté, par exemple création cahier des charges, optimisation référencement naturel, prise en main des outils, par exemple de Monday, d'InVision, tous ces trucs-là, on peut former à ça et ça peut passer sur un budget formation, prise en main de son site, amélioration de son site. Vous avez aussi tout ce qui est Innovisi, French Tech ou autres, donc qui vont être des subventions, qui vont parfois jusqu'à 20 000 euros. On a accompagné pas mal de clients qui avaient ce genre de subventions, à savoir que là, il faut justifier d'une innovation. C'est-à-dire que votre service, faut qu'il soit innovant, ou la plateforme elle-même, faut qu'elle soit innovante, et en général, ça finance en fait le prototype. Ça financera jamais le truc à 100 000 euros, mais ça financera un prototype à 10, 15 000 euros, où là, on va être sur plutôt de la méthode agile, on va développer un maximum de fonctionnalités sur le site, et du coup, ça peut se faire financer. Par contre, il faut faire un dossier, c'est un peu plus long, mais c'est encore possible. Il y a de moins en moins de budget. Au début, on pouvait aller jusqu'à 25, après 20, peut-être maintenant 15 000 euros. Mais sachez qu'avec Innovisi et la bourse French Tech, quand vous considérez que votre projet est un peu innovant, vous pouvez prendre contact avec eux et ils vous disent tout de suite si ça le fait ou ça le fait pas. Et vous pouvez faire financer une bonne partie de votre site web avec ça, tant qu'on reste sur de l'innovation. Est-ce que vous facturez un site labellisé AccessiWeb? Alors, non, Arnaud, on ne facture pas des sites labellisés AccessiWeb. D'ailleurs, je découvre le terme, donc je vais aller tout de suite regarder ce que c'est. Je pense que c'est en lien avec l'accessibilité pour les personnes non-voyantes, toutes ces choses-là. Ouais, ok, c'est ça, ouais, méthode, machin. Ça doit être ça, je pense. À savoir que nous, donc, on essaie de faire les choses intelligemment et on fait énormément de choses en lien avec le côté plutôt, pour l'instant, éco-responsable. On a intégré aussi les éléments d'accessibilité, mais pour l'instant, on va pas jusqu'à
ce niveau-là avec en fait, ça rajoute des contraintes, il y a un cahier des charges, je pense, derrière, parce que je vois qu'il y a W3C, il y a des trucs derrière tout ça. Mais des sites comme ça, en général, sont pas forcément beaucoup plus coûteux, mais c'est juste qu'il faut prendre en compte ces contraintes dès le démarrage du projet. Donc, la prochaine fois qu'on a un client qui vient vers nous en disant, bah, il me faut un truc AccessiWeb, en fait, on va se renseigner sur le cahier des charges et ce qu'il faut faire. Mais ça, il faut le prendre en compte dès le début du projet et ça peut effectivement s'intégrer. Après, je sais pas s'il faut être labellisé ou autre. Mais nous, effectivement, on s'oriente beaucoup plus sur le côté éco-responsable et on intègre de plus en plus d'accessibilité, mais ça se fait en étapes. Et honnêtement, on avait plein de choses dans les stocks et le Covid et le déconfinement nous ont pas aidés dans nos projets de recherche et développement, donc ils ont été décalés de quelques mois et ça sera plutôt pour début 2021. Voilà, bah, pour répondre à ta question. Donc oui, s'il y a un cahier des charges assez précis, tout ça, bah, si ça s'intègre dès le début, honnêtement, c'est possible, mais il faut en parler dès le début, quoi. Donc, dans votre cahier des charges, dire, je souhaite que mon site soit AccessiWeb. Je pense honnêtement que ça aura du coup un impact quand même sur le prix, hein. Ça va pas doubler le prix du site, mais ça va quand même augmenter peut-être de, je sais pas, 5, 10, 20% le prix du site. Faut voir les contraintes, faut se renseigner. Ok. Bon, ben voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je suis à votre disposition sur LinkedIn par email si vous avez plus de questions. Et puis, eh ben, je vous souhaite un bon projet web ou en tout cas une bonne continuation, une bonne journée et à très vite sur un prochain contenu. J'espère que je vais pouvoir débloquer les lives LinkedIn. Ça sera plus sympa que de les faire en webinar, mais pour l'instant, ils m'ont pas encore donné accès. Donc, à très vite. Ciao, ciao, ciao.